Bonjour à toutes et à tous. On est dans le nouvel épisode du podcast Football Club. On est aujourd'hui sur un épisode particulier. C'est la première interview. On est avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut John, salut à tous. Alors, aujourd'hui, épisode un peu particulier, comme je l'ai dit. D'habitude, on débat un peu de l'actualité du foot. Là, aujourd'hui, on rentre dans notre première interview. Donc, on va parler de Mathieu qui va décrire un peu qui il est. On va lui laisser majoritairement la parole et on va lui donner un peu de biscuits pour qu'il nous raconte un peu tout ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui. Donc, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire qui t'es et qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es ici du coup? Moi, Mathieu Salaman, j'ai 33 ans, marié, papa d'un petit garçon. Et actuellement dans la vie, je travaille à l'Olympique Lyonnais en tant que référent socio-éducatif. Pour que ça se parle un petit peu plus, en gros, je suis rattaché à l'académie et je m'occupe de sensibiliser. C'est en partenariat avec la Fédération française de foot. En gros, c'est un poste qui est obligatoire dans tous les centres de formation de France. Mon travail, c'est de sensibiliser, entre guillemets, éduquer et former un peu tous les jeunes du centre, que ce soit de U8 jusqu'à la réserve professionnelle, sur tous des sujets étroitement liés entre la vie citoyenne et leur vie de footballeur. Comme il y a des thèmes, il y a la santé, le fair play, l'éthique, l'environnement, la culture foot, l'engagement citoyen, voilà, des choses comme ça. Ça peut être des réseaux sociaux, la prévention des réseaux sociaux, des paris sportifs, faire revenir des anciens de l'académie pour leur parler un peu de leur parcours, donner un peu du sens, faire des projets associatifs, voilà, tout ce genre de choses pour qu'ils soient éveillés, qu'on les sorte aussi de leur bulle autre que footballistique, qu'ils prennent conscience de la valeur des choses, euh, qu'ils grandissent en tant qu'hommes, parce que voilà, leurs parents pour la plupart sont loin, donc on fait partie intégrante de leur éducation. Donc c'est aussi notre devoir de devoir les avertir, de les sensibiliser avant qu'ils en soient confrontés, quoi. Ok, donc en gros, tu es un peu le premier éducateur hors foot pour les Ouais, jeunes c'est du un peu centre. ça. C'est un Ok, peu ça, ouais. cool. Voilà. Et du coup, pourquoi l'Olympique Lyonnais? Parce que c'est le club avec lequel je suis affilié depuis petit. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et si tu cumules toutes les années sportives que j'ai eues avec l'OL, j'ai passé ouais, la moitié de ma vie sous licence, de temps en temps sous contrat, mais en tout cas sous licence avec l'OL, parce que j'y suis arrivé à 12 ans en préformation jusqu'à mes 18 ans, où je suis parti à l'étranger, mais on en parlera après. Et j'y suis revenu en 2019 avec le projet OL Futsal, dans lequel je suis toujours, dans lequel je suis toujours accroché. Et puis c'est à côté de la maison, donc j'ai toujours gardé des liens avec ceux qui y sont toujours. Et c'est tout naturellement que j'ai pu faire la passerelle. Ok. Je te demande pas ton club de cœur, du coup. Non, il est affiché là. Ouais. Euh, Raconte-nous un peu comment t'en es venu au foot déjà avant l'Olympique Lyonnais. Qui c'est qui t'a amené au foot? Est-ce que ça vient de tes parents, du cercle d'amis? C'est un peu du cercle d'amis, mes parents. Enfin, de base, je suis pas trop une famille foot. Père, frère, c'était plus basket. Alors j'ai fait du basket étant petit pour faire comme le grand frère forcément, mais j'ai aussi fait du foot parce que j'ai mon ami d'enfance qui en faisait. Son père a toujours été éducateur. Alors, je suis désolé, il y a le petit qui braille à côté. Va les chercher dans ta chambre, c'est dans ta chambre. Euh, Son père était éducateur depuis que j'étais petit et en gros il m'a directement euh, initié à ça. Et c'est un peu grâce à lui que je suis tombé dedans. Et à un moment donné, j'ai dû faire le choix entre le foot et le basket et je pense que j'ai bien fait de choisir le foot. Voilà Ok, un peu comment je suis tombé dedans. ouais. Ok. Et comment ça s'est passé du coup le passage du foot à l'Olympique Lyonnais?
Bah, j'ai commencé tôt déjà, j'ai commencé à 5 ans le foot. Au début, c'est pour le plaisir, hein, pour être avec les copains et puis, petit à petit, on se rend compte, surtout d'un point de vue d'un regard extérieur, qu'on est un peu au-dessus des autres et j'ai commencé dans un petit club à côté de chez moi. Ensuite, la première étape, ça a été dans le gros club de mon département, qui était Bourgoin-Jallieu et c'est un club qui était, partenaire de l'OL et il y a eu une journée de détection qui s'est organisée. J'y suis allé et ça s'est très bien passé. Puis après, il y avait d'autres étapes. Après cette journée de détection, j'ai dû prendre part à une journée d'entraînement avec les joueurs de l'académie. Après ça, encore dû être sélectionné pour aller faire un tournoi. Et après ce tournoi-là, on m'a officiellement validé pour intégrer les effectifs l'année d'après. Donc j'avais 13 ans. C'était ma deuxième année sur grand terrain. Ok. Et du coup, quand tu rentres à l'académie, du coup, à 13 ans, t'es de quelle génération, du coup, 33 ans, 91, Ouais, donc bah, la figure actuelle qui est toujours dans l'équipe, c'est Lacazette. Mais sinon, formé avec, bon, pour le grand public, tout le monde connaîtra, je pense, Clément Grenier aussi. 91, bon, après, il y a eu des grands joueurs, mais, enfin, pour moi, des grands joueurs, mais qui n'ont pas forcément explosé aux yeux du grand public. Mais 91, on s'entraîne toujours avec la génération au-dessus et en dessous, c'est-à-dire 90 et 92. Donc, un peu la génération Bruno Genesio, quand il y avait Anthony Lopez, Jordan Ferry, Rachid Ghezal, toute cette génération-là, ils étaient avec moi en fait. ok. Et t'as des noms, hein, nous, tu parlais de grands joueurs à tes yeux, t'as des noms pour peut-être des gens qui sont un peu plus piqués? Bah, dans ma génération, il y avait Yanis Tafer, Ouais, qui était à un moment donné le nouveau Benzema, comme on aime bien dire à Lyon quand il y a un attaquant qui marque des buts, qui a signé pro à Lyon à 17 ans, en même temps que Clément Grenier, euh, qui derrière n'a pas eu forcément la même réussite, parce qu'il a été prêté après à Toulouse, blessé. Là, on rentre dans d'autres facteurs que simplement le talent ouais, pour réussir une carrière. Mais Toulouse, après, il s'est retrouvé en Suisse, où il a fait quelques belles années. Après, il est retourné dans un club en Tunisie, un gros club de Tunisie, Luxembourg. Donc, tu vois, ça commence un peu à descendre, à faire la lente descente aux enfers, comme les journaux aiment bien dire. ouais. Et puis là, il joue dans sa région grenobloise natale. Donc voilà, il est très heureux pour autant, hein. Il faut assumer Ouais, ses mais choix après, comme et tu dis, savourer ce qu'on a eu l'occasion de faire et pas avoir de regrets, quoi. On en a toujours, hein, mais bon. il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu au-delà du talent et du fait que tu peux signer très tôt. Si je te dis pas de bêtises, j'avais lu sur un documentaire ou sur un article, il disait qu'il y avait 2% des jeunes qui signaient pro. Et une fois que tu signes pro, dans les 3 ans, il y en a encore que 2% Mhm. qui continuent. Ouais. Donc, Ouais, bah, ce qu'on entend souvent, c'est que tu en as 1 sur 10 en fait qui signe professionnel. Euh, et encore, c'est une moyenne, hein, donc ça peut ouais, être sur une génération, tu en as deux trois qui vont signer, mais tu as des générations où tu en auras zéro. Et on a aussi coutume de dire que le premier contrat professionnel, c'est pas le plus dur, c'est le deuxième, ouais. tu vois. Et Parce que tu signes ton premier contrat pro, tu restes un jeune pro, mais c'est pas parce que tu signes pro que tu vas jouer en pro. Donc après, tu dois encore élever ton niveau pour réussir à t'intégrer dans l'effectif professionnel. Et une fois que c'est fait, et ben à la fin de ton contrat, il faut avoir fait le taf sur le terrain pour en déclencher un deuxième, quoi, un suivant. et éviter les petites embûches qu'il y a sur le parcours, en Ouais, plus. exactement, qui peuvent être multiples. On va en parler un petit peu après. Euh, T'étais quel style de joueur à 11 du coup? Tu jouais quel poste? Quel type de Alors moi, joueur je suis t'étais? vraiment milieu de terrain axial, meneur de jeu. À Lyon, j'ai été formé en milieu défensif classique dans un 4-4-2. Mais j'ai toujours eu cette facilité technique. C'était ma plus grosse force, une belle vision du jeu, belle qualité de passe et pas mal d'endurance. Donc en soi, le panel parfait pour être un bon milieu de terrain, un box-to-box. Et ensuite, quand je suis arrivé en Suisse, on m'a fait grimper un peu plus. Donc je suis passé relayeur, voire même numéro 10 dans un 4-2-3-1, donc autour de l'attaquant.
Et c'est vraiment là que j'ai pris le plus de plaisir dans un profil un peu électron libre, tu vois? Ouais. Mais justement, là, on commence à parler de l'Olympique Lyonnais, de la Suisse. Donc tu rentres au centre, à 13 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Tu peux nous faire un peu le Le parcours schéma. chronologique jusqu'à le foot jusqu'au futsal? Et ben, j'arrive à 13 ans en quatrième. Donc tu vois, déjà, tu changes de collège, tu rentres à l'internat. Donc la chance que j'avais, c'est que Lyon, c'est pas très loin de chez mes parents, c'était à 50 petits kilomètres, donc il y avait quand même un suivi. Les premiers mois, ils venaient me chercher tous les mercredis pour me faire une petite coupure. Et dès que je me suis senti prêt, on a arrêté cette coupure-là, et puis je ne rentrais que les week-ends, et encore. Donc tu changes de collège, tu dois te faire des nouveaux amis, tu es à l'internat, tu es tout seul dans ta chambre, plus personne pour t'aider pour tes devoirs, etc. Voilà, tu es un peu livré à toi-même, tu as 13 ans, mais on te demande déjà de te comporter et d'avoir cette autonomie euh, qu'on n'est pas forcément censé avoir à cet âge-là. Donc quatrième, troisième, où je passe mon brevet. Mais là déjà, à cet âge-là, c'est directement entraînement tous les jours en fait. Tu as école le matin, des fois un petit peu l'après-midi, et puis à 15 heures, tu as le bus qui vient te chercher, qui t'emmène au centre d'entraînement. Tu t'entraînes, tu prends ta douche, tu reviens, tu manges, tu fais tes devoirs, tu dors. Et voilà, c'est un cercle comme ça, jusqu'au match du week-end. Donc, c'est des programmes très chargés. C'est pour ça qu'en sport-études, tu as un emploi du temps qui est adapté aussi, forcément. Et après, tu arrives au lycée. Et au lycée, ben, tu vas toujours dans un lycée partenaire où il y a du sport-études. Donc là, tu as les footballeurs, tu as les danseurs, danseuses, tu as les basketteurs. Tu as plein de sports comme ça un peu réunis avec dans des classes aménagées. Donc l'avantage, c'est qu'on est une petite quinzaine par classe, ce qui change un peu d'un cursus d'un ado lambda où il va être 30 dans sa classe. Nous, on a des horaires aménagés. J'ai passé le bac en 4 ans. On nous a aménagé de passer la première en 2 ans. Et là, bah, tu commences à avoir 14 ans, 15 ans, donc tu commences à grandir. C'est une nouvelle étape de la vie aussi. Donc tu dois te bonifier en tant que personne et en tant que joueur aussi. Tu passes de préformation à formation. Ça reste une étape aussi footballistique. Et là, j'étais pas à l'internat dans mon lycée, j'étais hébergé directement au centre d'entraînement. C'était dans les centres, voilà, dans un centre de formation classique, avec des chambres, une salle de jeu, tu as les vestiaires en dessous, la cafétéria, et voilà. Et là, de mes 15 ans à mes 18 ans, j'étais logé sur place au centre d'entraînement. Le rythme, c'est le même. Tu vas à l'école le matin et tu vas t'entraîner l'après-midi, tous les jours, jusqu'au week-end, jour de match. Et avec ce double projet, football et études. Voilà. Alors c'est compliqué, je le vois encore plus aujourd'hui en tant que, Ouais. avec cette casquette d'éducateur, c'est que forcément, quand on s'engage dans ce projet-là, c'est pour réaliser notre rêve d'être footballeur professionnel. Et c'est là que les études, en fait, pour nous en tant que jeunes, c'est un grain de sable dans la chaussure, on n'a pas envie de s'y mettre. On est forcément focus sur le foot parce qu'on pense tous qu'on va y arriver. Et les statistiques sont là pour nous rappeler que c'est pas le cas. Mais forcément, quand tu y es, c'est que tu y crois. Et encore heureux que tu y crois. Mais il faut avoir aussi très tôt cette maturité de ce petit pourcentage de recul en soi, de se dire, euh, bah, si le foot ça marche pas, il faut au moins que j'ai un bagage, un diplôme, quoi. Et le Ouais, baccalauréat, c'est le minimum, et c'est ce que je leur rabâche, c'est que c'est ton passeport pour la vie active. faut qu'il y ait une Voilà. porte de sortie au cas où, Ouais. la Et porte encore, principale, même si tu réussis dans le foot, tu vas peut-être signer ce contrat de 3 ans, mais au bout de 3 ans, bah voilà, tu vas te retrouver peut-être à devoir jouer en National 2 ou quoi que ce soit, et puis là, tu devras trouver un travail à côté, et puis tu as des emplois qui vont te demander tes diplômes. Donc ce serait dommage de se relancer dans des études à 23 ans, alors que tu as galéré toute ta vie pour, euh, pour avoir ce diplôme et que tu n'as pas fait l'effort sur la dernière ligne droite parce que tu as été trop focus sur le foot. Donc voilà, c'est tout ce petit chemin qu'il faut réussir à, à aborder, à avoir cette maturité très tôt. C'est pour ça qu'on grandit très vite en fait. On devient rapidement euh, autonome, bah, tu passes, mature. la coupure, elle est enfin, tu vas me dire toi comment tu l'as vécu, mais
pour moi, de tout ce que je connais ou tous ceux que je connais qui ont eu ce cursus-là, tu passes très vite de l'enfant à l'adulte, en fait. Tu as quasiment pas de passerelle et c'est Mmh. assez brutal. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est sûr parce que, bah, tu y es pas préparé, en fait et c'est le jour et la nuit entre jouer dans le club de ta ville ou jouer dans le plus gros club de France, même à l'époque, tu vois? Pour toi, oui, à cette époque-là, c'était, le plus gros Ouais, club de France. ouais, donc voilà, donc tu as l'exigence qui va avec, heu, puis il y a pas le temps. Il y a pas le temps donc c'est une sélection naturelle qui se fait. C'est une sélection qui est parfois et souvent cruelle pour ceux qui sont pas conservés en fin de saison. Parce que, c'est tout beau, tout rose, tu es logé, nourri, blanchi pour ceux qui ont la chance et puis en fin d'année, on peut te dire: «Eh ben, merci pour tout, mais pour toi, ça va pas le faire pour l'année prochaine». Donc là, toi, tu étais habitué à être dans ce confort-là malgré tout parce que ça reste du confort, parce qu'on s'occupe très bien de toi, mais voilà, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Tu retombes dans une vie classique et dans une vie classique, quand tu es blessé, tu pas le docteur, en bas de ta chambre pour te soigner, quoi. C'est comme tout le monde, tu prends un rendez-vous, tu attends 3 semaines pour ta radio et cetera Sauf que et ça, les tu délais sont l'as plus longs. sauf que ça, tu l'as quasiment pas connu dans ta vie d'avant et dans ta vie, donc tu passes de très vite, à être quasiment un adulte, à peut-être des fois redevenir limite un «enfant» entre guillemets parce que tu as été accompagné, limite un peu dorloté dans ce cocon pour que tu Mmh. deviennes professionnel et le jour où tu es relâché dans la nature, plus Tu personne retombes qui dans la s'occupe de fosse, en toi. fait. Ouais, Ouais, c'est ça, tu retombes dans la fosse. Voilà, personne ne te tend la main, tu pas de perche à laquelle te raccrocher, ouais. hormis ta famille et puis c'est à toi de te reconstruire, en fait. C'est ça, en fait, c'est se reconstruire derrière. Tu repars en fait, limite comme si tu avais 13 ans à devoir, demander un peu à tout le monde comment tu dois faire et cetera. Alors que tu as eu cette passerelle de quelques années où tu es complètement accompagné, Ouais, exactement, en 24/24. exactement. Donc toi, tu rentres à 13 ans au centre. Après, qu'est-ce que c'est ton parcours dans le centre? Bah, je fais une première année classique. De toute façon, à cet âge-là, il y a pas de contrat qui rentre en jeu. À partir de 14 ans, là, il commence à avoir les sélections, district, sélections régionales. L'année d'après, c'est les premières sélections équipe de France qui arrivent. Donc là, on commence à sentir, quand même la compétition, la concurrence, devoir être, c'est important d'être bon au bon moment parce qu'il y a déjà, tu vois, une sélection qui se fait et rapidement, on te colle une étiquette, en fait. Est-ce que tu es dans le wagon du jeune prometteur ou est-ce que tu es dans le wagon voilà, du joueur de complément de ta génération, en fait? Ça veut pas dire que ça va être une étiquette qui sera figée et j'en ai bien fait les frais, mais mais voilà, tu sens vraiment là que la réelle compétition commence et c'est un premier tournant dans ta vie au centre de formation. Et après ces sélections-là, voilà, donc c'est en 14 ans que tu les fais. Moi, j'ai eu la chance de faire la sélection district, je suis allé jusqu'au bout. Sélection régionale, je suis allé jusqu'au bout. J'ai fait la coupe nationale à Clairefontaine. J'ai fait une première présélection équipe de France U16. C'est le maximum que j'ai fait. Derrière, j'ai pas eu la chance d'être sélectionné. Et après, c'est le cursus, ben, 16 ans nationaux. Donc là, c'est les premiers contrats qui rentrent en jeu. On appelle ça les contrats aspirants, des contrats de 3 ans. Donc moi, j'ai eu la chance d'en avoir un parce qu'à ce moment-là, j'étais encore dans les tops de ma génération. Donc j'ai eu ce contrat aspirant de 3 ans. Donc c'est là où c'est un autre tournant. Tu sais que tu peux voir l'avenir sereinement pendant 3 ans. Voilà. Le piège aussi, c'est que tu penses que tu as le temps, mais en fait, ça passe très vite. Ça passe très, très vite. Donc l'année d'après, je suis en 15 ans, mais je suis surclassé avec les moins de 16 ans, qui vient confirmer le fait que j'étais en avance dans les temps. Donc avec la génération 90. Voilà, exactement, où je fais la moitié des matchs avec eux, puis de temps en temps je redescends, je fais tous les tournois et l'année d'après, du coup, je reste avec les 16 ans, mais avec ma génération et c'est là qu'il y a eu un autre tournant, c'est que en fait, il faut savoir que les joueurs qui ont du talent, qui sont un peu, entre guillemets, «faciles» par rapport aux autres, on leur en demande toujours plus et moi, j'ai un éducateur qui m'a piqué dans mes retranchements parce que probablement que j'étais amené à me contenter de mes facilités, et il me piquait, il m'en demandait plus
quitte à me mettre sur le banc pour me faire comprendre que, non pas que je suis moins bon que les autres, mais si je veux continuer à me développer, il faut que j'en fasse plus. Et moi, j'ai malheureusement pas eu cette force mentale, de le comprendre sur le moment et de passer cette, voilà, c'est vraiment cette étape mentale de me dire qu'il faut que j'en fasse plus. J'ai pas eu, comme je t'ai dit en introduction, j'ai pas non plus un entourage, très footballistique. J'avais pas d'agent non plus, donc j'étais un peu livré à moi-même, en tout cas sur mes choix sportifs et je me suis entêté à me dire qu'il avait tort et que c'est moi qui avais raison et sauf que tu as jamais raison face à un éducateur. Ouais. Heu donc voilà, première re petite guéguerre d'ego mal placée que j'ai eue et malheureusement, ça m'a enlevé cette étiquette de joueur prometteur et j'ai passé mon temps sur le banc et j'ai eu cette étiquette qui a changé, quoi. Donc tout ça pour dire que c'est très compliqué d'avoir, heu cette image et cette étiquette de joueur prometteur et que du jour au lendemain ou sur une saison, une demi-saison, ça peut basculer et je me suis fait passer devant, hiérarchiquement par d'autres joueurs, notamment un Jordan Ferry, par exemple, qu'on a fait venir du sud et qu'on a un petit peu imposé à ma place et voilà, j'ai pas su relever la tête de ça et j'ai fini mon contrat aspirant, de cette manière et à la fin de ce contrat aspirant, on m'a pas proposé le contrat d'après, qui s'appelle contrat stagiaire. Par contre, on m'a proposé de rester malgré tout. C'est assez rare pour le souligner. Normalement, c'est soit on me signe stagiaire, soit merci, au revoir. Et moi, on m'a pas proposé ce contrat, mais on m'a proposé de rester en convention amateur. Ok. Sur le coup, ça fait mal. Je ne le cache pas. Tu les raisons, mais tu les comprends pas. Encore une fois. Euh, et je décide de ne pas accepter. Parce que, comme tout joueur à cet âge-là, tu penses que tu mérites mieux, que tu as la capacité de rebondir ailleurs. Surtout que toi, à l'époque, en fait, t'aspires à, t'es dans ce schéma de, comme tu disais, d'avoir raison par rapport à ton éducateur, que tu as le niveau, que tu dois jouer. Donc forcément, tu signes pas le contrat stagiaire. Tu te dis, voilà, là, c'est un affront encore. Je peux pas accepter de rester en Ouais, convention. C'est un peu ouais, ton ouais, ouais. schéma au moment où Et ça puis s'est même, passé. tu sais, tu te dis, bah ouais, je vais être entre guillemets, un des seuls à ne pas avoir de contrat dans mon effectif. Et j'avais pas envie d'assumer ce rôle de complément, tu vois. Ouais. J'ai du mal à assumer ce rôle de complément. J'aime être pris en considération. Et sur le moment, voilà, j'ai pas voulu accepter. Et il m'avait clairement dit, si tu pars faire des essais ailleurs, c'est qu'on considère que tu ne reviendras pas. Ils m'ont dit ça. T'imagines? Mm. Pour te dire, c'est qu'il te donne même pas, il te donne quelque chose, enfin, il t'offre la plus petite passerelle en soi qu'on peut te donner, et il ne t'autorise même pas à aller voir ailleurs si tu peux avoir mieux. En gros, tu sors, la porte, elle est fermée. Voilà, la porte elle est fermée. Donc c'est soit tu acceptes les miettes que je te donne, soit merci, au revoir. Et donc là, t'as quel âge quand il se passe ça? Et pour te dire, bah voilà, j'ai 16 ans, 17 ans, Ça tu fait vois. mal, hein. C'est un Je viens truc que tu d'avoir te 17 rappelles ans. toute ta vie. Ouais. Ah oui, c'est des genres d'entretien que tu te rappelles toute ta vie, ouais. Et moi, je décide de partir faire des essais. Malheureusement, encore une fois, je n'étais pas entouré. J'avais pas d'agent ou quoi que ce soit qui avait un peu préparé l'avenir. Des parents, encore une fois, comme je t'ai dit, qui sont pas trop dans le milieu. Donc, hormis le suivi éducatif et le soutien moral, c'est pas mes parents qui vont me trouver un club professionnel, tu vois. Mm. Donc, c'est là que j'ai été raccroché à mon au père de mon ami d'enfance qui m'a initié au football au départ, qui avait des connaissances au RC Lens. Donc c'est l'éducateur dont tu parlais au début, Au c'est tout ça? début, ouais, exactement. Et donc je suis allé faire 2-3 jours au RC Lens. Encore une fois, c'est pas un choc des cultures parce que ça reste en France, mais c'était c'était le nord, il faisait froid, il pleuvait, c'était pas évident. Et puis tu connais personne, tu te dis bah tiens, prends cette chambre pendant 3 jours, tu vas dormir là, mais enfin, tu connais personne, quoi. Donc en soi, footballistiquement, ça s'est très bien passé. Et l'anecdote pour te dire que l'Olympique Lyonnais restait vraiment le top des centres de formation et le rêve de tout jeune, même ceux qui étaient dans d'autres centres de formation,
c'est que les mecs dans les vestiaires, ils me disaient: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es à l'Olympique Lyonnais et tu te retrouves au RC Lens». Tu vois? Tu vois pour te dire? Pourtant les Ouais. mecs ils sont au RC Lens, tu vois? Mais ils voyaient l'Olympique Lyonnais comme, le Graal et Ah ouais. heu et du coup, ben, ça s'est très bien passé footballistiquement, mais on m'a fait comprendre après que voilà, on m'a fait venir par affinité avec, cet éducateur, mais qu'il y avait pas de réel besoin. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? Je suis allé à Grenoble. Grenoble qui était pas très structuré, c'était un peu très amateur aussi dans les infrastructures. Heu, donc c'est là que tu vois aussi le gap entre, certains clubs qui ont beau être professionnels tous les 2. Donc je suis pas resté, On sait que heu Lyon, en plus, c'est depuis, depuis ta génération quasiment, c'est, le club, français qui doit mettre quasiment le plus d'argent tous les ans dans son centre de formation. ouais, 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 bah, c'est régulièrement dans le top 3 des meilleurs centres de formation d'Europe. Donc c'est ce qui prouve aussi la que c'est très sélectif. Mais une fois que tu es sélectionné, on fait en sorte que tu sois dans les meilleures conditions possibles, tu vois? Avec toutes les exigences que ça impose et qu'on est en train de discuter, mais en tout cas en termes d'infrastructure et de suivi, scolaire, nutritif, bien-être, voilà, c'est quand même, costaud. Rien à dire là-dessus Et du et coup, quand tu fais tes premiers tests ailleurs, est-ce que déjà il y a un petit déclic qui s'opère où tu te dis: «Ouf, je suis plus à Lyon». Est-ce que bah, c'est ça en finalement fait, tu te dis: «Putain» c'est là que tu réalises un peu la chance que tu as d'être dans ce genre de structure, parce qu'ailleurs c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc j'ai même eu je sais plus quoi, le directeur sportif, je crois, de Châteauroux, au téléphone et qui me dit: «Mais» c'est lui qui m'a fait ce déclic-là, mais il m'a dit: «En fait, en tant que professionnel, je vais te dire ce qu'il en est, c'est que même un contrat, enfin même pas un contrat, mais une licence amateur à l'Olympique Lyonnais, ça vaut tous les contrats dans les autres clubs de France». Sans parler de contrat professionnel, hein, mais de mmh, contrat stagiaire. Donc moi, je te conseille de rester là-bas et du coup, bah, j'ai réfléchi avec mes parents et je me suis toujours bien entretenu avec le responsable du recrutement à l'époque, qui est très connu, qui s'appelle Gérard Bonneau. Je sais pas si tu connais, qui a ouais, recruté tous un petit les peu. Benzema, Ben Arfa et autres et il m'a dit: «Écoute, tu as reçu un papier à la maison, tu la convention, la demande de convention. À Mmh. aucun moment c'est écrit que si tu vas faire un essai dans un autre club, hem, tu peux pas revenir au club. Donc tu signes cette convention, tu la renvoies au club et tu te pointes à la reprise». Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai renvoyé le papier comme quoi j'acceptais de revenir. Je me suis pointé à la reprise. J'ai mon coach qui m'a serré la main, genre, «Qu'est-ce que tu fais là?» tu vois? Bon, il savait que j'allais revenir, hein, je pense qu'il a eu l'écho, mais il a voulu me faire passer le message et au final, j'ai pu faire une dernière année en 18 ans nationaux, tout en sachant, faut pas se leurrer, que j'allais pas faire de miracle, que j'allais pas signer pro derrière. Mais en tout cas, j'ai pu faire une année sereine en préparant mon avenir, tu vois? Un peu plus tôt, Ouais. sans avoir ce truc de me dire, «Bon, je vais attendre le mois d'avril pour savoir si je vais conserver ou pas». Donc je me suis donné les moyens et au final, en fin d'année, j'ai mon coach qui m'a remercié d'être resté, enfin qui m'a dit: «Tu enfin, je regrette vraiment pas que tu sois resté. J'ai vraiment rendu de beaux services». J'ai fait mes premiers matchs aussi en National 2, qui s'appelait CFA à l'époque. Donc ça m'a fait voir aussi de belles choses. La coupe Gambardella aussi et c'est en fin d'année, voilà, j'ai été mis en relation avec un agent suisse. Je vais au Young Boys de Berne faire des essais OK. qui se passent très bien. Et qui sont même écourtés parce que j'ai le baccalauréat à passer. Mais il m'a suffi d'un jour pour montrer de quoi j'étais capable et pour qu'on me propose, quelque chose. Donc moi après, bah, je pars en vacances avec l'idée de revenir aux Young Boys et une semaine avant la reprise, j'ai mon agent qui m'appelle et qui me dit, «Bah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que tu vas pas signer aux Young Boys de Berne parce qu'il y a un nouveau coach qui est arrivé chez les pros, que tous les jeunes pros, tu sais, tu as toujours des jeunes pros, ils sont professionnels, mais comme je te disais tout à l'heure, ils jouent Ouais. pas forcément avec les pros, mais ils s'entraînent avec eux. Tous les jeunes pros, il en veut pas. Donc tous ces mecs-là qui sont sous contrat, ils vont redescendre jouer avec la réserve, les moins de 21 et vu qu'ils ont un statut pro, bah, ils vont jouer. Il m'a dit: «Dans ces joueurs-là, il y en a 2 qui sont à ton poste», parce que moi je devais commencer avec les U21 en fait.
Donc ça sert à rien d'y aller, tu vas être bouché. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le recruteur du club, il veut te garder sous la main. Donc il t'a placé au club voisin du FC Thun, qui reste en Ligue 1 suisse aussi, mais qui est un club plus familial, moins renommé en Europe. Et je pense que c'était un mal pour un bien parce que je pense que la passerelle qui préserve, qui est professionnelle, elle était plus abordable. Tu vois, c'est des clubs qui ont moins Ouais. d'argent, donc ils s'appuient un peu plus sur leurs réserves. Et c'est ce qui a été bénéfique pour moi à ce niveau-là, je pense. Et puis comme tu dis, ça va super vite hein, aussi, c'est un détail qu'on n'a pas évoqué. On a brièvement évoqué les agents dans le parcours ou l'éducation, etc. Mais après, les entraîneurs qui changent aussi, qui te font venir et au final ça change 2, 3 semaines après, c'est aussi des détails qui s'ajoutent à la vie d'un jeune pro ou d'un pro dans son parcours Ah ouais, sportif. c'est monnaie courante. On a coutume de dire que les cartes sont redistribuées en fait. Ouais. Bon, c'est surtout chez les jeunes aussi, mais quand t'es jeune, quand t'es pro, que t'as l'expérience et que t'as un statut, ton statut il restera là parce que malgré tout, le coach pour se faire apprécier, il est obligé de respecter les cadres du vestiaire. Donc dans un premier temps, quand t'es un cadre, tu resteras un cadre. Par contre, les autres, les cartes sont redistribuées et c'est autant bénéfique pour celui qui est tout le temps remplaçant de se refaire une nouvelle image. Et ça peut être compliqué pour celui qui a l'habitude de jouer, mais qui justement s'est installé dans ce confort-là, sans dépasser sa zone de confort justement à l'entraînement, et qui lui va se faire rattraper par ce nouveau coach euh, parce qu'il en fait pas assez. Et du coup, lui, il peut passer de titulaire à remplaçant du jour au lendemain, quoi. Donc toi, tu signes donc à la reprise, tu pars au FC Thun, c'est ça? C'est ça, c'est ça. En D1 suisse. Ouais, Quand- j'arrive pour jouer avec les jeunes. J'ai pas de contrat professionnel au début. Alors je suis rémunéré, mais j'ai pas de statut professionnel. Donc même chose, nouveau rebondissement dans ta carrière, c'est que tu as 18 ans, tu vas à l'étranger. Ça a beau être la Suisse, pays frontalier, c'est pas très loin, mais ça reste l'étranger. Surtout que c'était la Suisse alémanique. Donc ça parle allemand, donc philosophie allemande, un petit peu choc des cultures. Et puis j'y vais tout seul, quoi. Donc au début, j'ai eu la chance d'être avec un autre Français, on était en colocation. Alors on vivait comme des ados de notre âge, hein. Donc je te fais pas de dessin sur l'alimentation et sur la gestion du sommeil. On Et, euh, connaît. et voilà, les premiers 6 mois pas évidents parce que comme je t'ai dit, culture allemande, vraiment dans le combat, dans la rigueur, le travail, l'intensité. Et toi, tu arrives avec ton panel de compétences de jeunes Français de centre de formation qui veut s'appuyer que sur sa technique, à vouloir mettre des petits ponts à tout le monde et à lever les bras dès qu'on te fait une faute. Sauf que ça siffle pas en fait. Ça siffle pas et à côté de toi, ça te critique dans une langue étrangère que tu comprends pas, mais bon, le langage corporel, tu le comprends. Et donc tu es un petit peu en marge, tu vois. Et puis t'arrives d'un pays étranger, tu es là pour prendre la place de ceux qui habitent dans ce pays, dans la ville. Donc tu arrives un peu comme un cheveu sur la soupe, tu Et vois. t'es un peu l'étiquette aussi de joueur du centre de formation de l'OL. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Donc tu viens pour prendre la place c'est une bande de potes, donc tu vois. Tu viens dans cette bande de potes, tu parles pas la langue, donc pour s'intégrer c'est différent. Tu viens pour jouer à la place de ceux qui y sont déjà. Donc ça crée un peu des clans, c'est pas évident, mais voilà, c'est à toi de te faire ta place. Mais les 6 premiers mois n'ont pas été évidents. J'ai même l'anecdote, en fait, je m'entendais bien avec le capitaine parce qu'il parlait aussi français, donc il faisait un peu la traduction. Et un jour, à un entraînement, pareil, je rouspétais, tu vois, et ouais, ça me fait des fautes, machin, machin. Tête de con, en fait, hein, je vais te le dire, un peu tête de con. Et t'as le coach qui s'adresse à moi, mais enfin, qui parle de moi, mais pas, qui s'adresse pas à moi, qui s'adresse au capitaine et qui dit au capitaine, tu peux lui dire, tu vois, il dit même pas ton prénom, hein. Tu peux lui dire que s'il continue comme ça, en décembre, il peut trouver un autre club, tu vois. alors que t'es juste à côté, quoi. Ah ouais, alors qu'on est à 5 mètres l'un de l'autre.
Et, Sympa. donc voilà, donc c'est soit tu as 2 façons de voir les choses. C'est soit tu plonges, tu t'entêtes, soit tu fais l'effort et tu vois ce que ça donne. Donc on a fait, moi je vivais, comme je te disais, je vivais avec l'autre Français en colocation. Il a eu le malheur de se faire les ligaments croisés. Du coup, il est rentré en France. Ça veut dire que j'étais plus que tout seul en fait. Mais ça a été bénéfique parce que j'avais moins de distractions, j'étais livré à moi-même encore plus que ce que je l'étais. Et j'ai eu cet entretien de mi-saison où on m'a rappelé justement toutes ces choses-là, tout ce qu'on me reprochait. Et j'ai pris les choses du bon côté. Donc c'est là que j'ai fait aussi un bond en termes de maturité. C'est que j'ai pris en considération les reproches qu'on m'avait fait et que je suis arrivé à la reprise avec les dents qui rayaient la pelouse, quoi, tu vois. Donc je me suis mis à faire pas mal de musculation, de gainage et de me booster aussi à l'entraînement, d'y aller un peu plus physiquement, de résister dans les duels, quitte à être assez violent, tu vois, pour montrer que j'avais reçu le message. Et ça a été bénéfique parce que en fait, je me suis développé, je me suis étoffé un peu physiquement euh, et je me suis forgé un mental de réel compétiteur et de guerrier sur le terrain. Donc mon panel technique, je l'avais toujours, ça se perd pas, c'est comme le vélo. Mais j'ai développé cette force mentale d'aller au duel, d'arrêter de me plaindre. Et c'est ce qui m'a fait passer cette étape-là, en fait. Donc après, j'ai fait que de jouer, j'avais des bonnes statistiques. Je m'entraînais de plus en plus avec l'effectif professionnel, je faisais tous les matchs amicaux avec eux. Et en fin de saison, j'ai été récompensé par une première convocation. Voilà, première convocation, on joue à Neuchâtel. Je rentre à la 79e et je marque à la 83e. Pas mal. Voilà, Bon joker. bon joker. Euh, voilà, c'était forcément un de mes plus beaux souvenirs. Et derrière ça, bah, je refinis la saison avec les moins de 21. Voilà, c'était juste un cadeau de récompense. Mais je signe pro dans la foulée. Et après, bon, la suite, on en parlera après, mais je commence à jouer de plus en plus, etc. Bon, il y a des changements de coach aussi qui interviennent entre-temps. Voilà, un peu comment je Ok. suis arrivé au niveau professionnel. Ok. Et du coup, tu sais, souvent on a beaucoup d'anecdotes des centres de formation où tu as des joueurs qui sont titulaires dans les centres qui signent pas et d'autres qui sont deuxième, troisième dans la hiérarchie et au final qui passent devant tout le monde par des blessures, des problèmes de comportement et qui font une grande carrière. Est-ce que Mm. toi, dans les cursus que tu as connus, euh, tu l'as vérifié ça aussi? Ouais, mais en fait, tout se joue dans la tête, en fait, dans la persévérance. C'est que je leur dis aussi, là, aux jeunes, c'est que tu as beau être un talent de ta génération à 16, 17 ans, ça veut pas dire que c'est toi qui feras la meilleure carrière. Et à contrario, celui qui est un peu considéré comme le joueur de complément, qui a pas forcément de contrat, mais chaque année est conservé, qui fait jamais de match exceptionnel, mais qui est toujours correct et régulier, ben ce mec-là, il aura plus tendance à faire une carrière longue que celui qui a du talent, mais qui travaille pas, tu vois. Ouais. Et j'en ai connu, hein. J'en ai connu. J'ai un ancien pote qui s'appelait Xavier Chavalrin. Si tu tapes sur Google, tu verras beaucoup de choses sur lui. C'est que c'était un peu un joueur de complément, c'est un peu péjoratif, hein. C'était un bon joueur. En fait, il était bon de partout, mais comme on dit, excellent nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Il exactement. n'avait pas ce coup de génie qu'un joueur talentueux peut avoir. Par contre, il était tout le temps régulier. Que tu le mettais à gauche, à droite, milieu, devant, derrière, il se plaignait jamais. À l'école, c'était un bon gars. Et c'est comme ça qu'il a franchi les étapes. Alors, il n'a pas signé pro à Lyon, mais derrière, il s'est retrouvé, je crois, à Tours en Ligue 2. Et puis, il a réussi à faire son trou. Et puis là, il a été à Reims en Ligue 1 pendant un moment. Il a eu le brassard. Il a joué à 3, il avait le brassard. Et quand tu demandes à tous les jeunes, bah, vous connaissez ce mec? Bah, non, on le connaît pas parce que c'est pas lui qui va te mettre des bicyclettes et 30 buts par saison. Par Ouais, contre, mais le mec a fait 10 ans de carrière en Ligue 1, quoi. ouais, c'est le joueur d'équipe par excellence, quoi. Exactement, voilà, exactement. Et à contrario, voilà, des mecs qui ont été très talentueux et qui ont fini en National 2, quoi. Tu vois? Alors qu'ils ont fait toutes les sélections d'équipe de France, par exemple. Ouais. Tu vois?
Mais souvent, comme toi, tu l'as vérifié aussi dans ton parcours, tu as ce truc de dès que tu rencontres la première difficulté, Mm. est-ce que tu rentres en confrontation ou est-ce que tu es dans l'écoute? Et souvent, tu Mais ouais, as aussi un il faut choix qui se savoir, fait ouais, là, quoi. il faut savoir se faire violence à un moment donné. Et si t'as pas ce déclic de maturité, tu t'entêtes. Mais comme je t'ai dit au début, t'auras jamais raison face à un éducateur et quelqu'un qui décide en plus. Euh, donc si t'as pas cette maturité, et cette façon, enfin cette faculté d'accepter la critique positive et que tu fais pas la démarche derrière pour corriger, tu seras toujours perdant. Voilà. Donc c'est le recul que j'ai en tout cas sur la carrière moi que j'ai pu avoir professionnelle, c'est que j'étais pas le meilleur, j'étais pas le moins bon. Il y en a qui étaient meilleurs que moi, qui ont fait des moins bonnes carrières que moi. Il y en a qui étaient moins bons que moi, qui ont fait des meilleures carrières que moi. Mais voilà, faut pas avoir de regrets. Je suis déjà bien content d'avoir réalisé ce que j'ai réalisé. Et, et il y en a, comme je t'ai dit, qui auraient dû, qui auraient pu faire mieux et qui ne l'ont pas fait. Donc, faut avoir ce recul-là de ne pas avoir trop de regrets et de savourer ce qu'on a pu vivre, quoi. Ok. Voilà, mais si les jeunes, vous avez un message à entendre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Euh, du coup, tu signes pro au FC Thun. Qu'est-ce qui se passe après? Et ben après, bah, du coup, tu fais partie intégrante de l'effectif. Donc, dès la reprise, tu participes au stage. Puis, bah, faut faire sa place, quoi. Il faut faire sa place. Il y a aussi il faut se mettre aussi à parler la langue. Il faut faire aussi cet effort extra sportif de s'intégrer à la culture. Ça montre aussi ton envie, ta force mentale de vouloir aller de l'avant. Puis je suis un petit jeune, peut-être j'avais quoi, 19-20 ans du coup à ce moment-là. Et tu penses que, enfin, en fait, tu as l'air plus petit et plus frêle que tout le monde, tu vois, parce que tu as ce mental un peu juvénile de cette découverte du monde pro. Mais faut pas se laisser avoir par ça, en fait. Si tu es là, c'est que tu mérites ta place et puis tu peux te battre comme un autre. Donc, écoute, faut travailler, il faut être bon quand on te donne la chance. Voilà, encore un autre critère. Il faut vraiment être bon quand on te donne la chance. Parce que sinon, bah, ça veut dire que tu n'es pas prêt, en fait, mentalement. C'est pour ça que la force mentale est très importante. Donc, on te donne ta chance, il faut être bon. Bah, si tu es bon, je te ferai rentrer encore les matchs d'après, etc., etc., etc. Donc, moi, apparemment, j'ai été bon parce que j'ai continué derrière. Et puis après, l'objectif, c'est de surclasser les autres à l'entraînement pour qu'on te donne ta première chance en championnat. Tu vois, il te suffit pas d'être aussi bon que celui qui joue à ta place. Tu vois, ça suffit pas pour lui Faut que prendre sa tu place. prouves que tu es meilleur que lui et Voilà, qu'il n'y a aucun doute. parce que ceux qui étaient à ma place, ils avaient 26, 27 ans. Comme je te dis, ils avaient déjà cette expérience et ce statut un peu de cadre. Euh, Moi, pour jouer à leur place, il fallait que je sois réellement meilleur à l'instant. Donc j'ai beaucoup travaillé à l'entraînement, en dehors des entraînements aussi. J'en faisais plus, j'en demandais plus. Euh, et puis on m'a donné ma chance petit à petit. Je l'ai saisi. Bon, des fois j'ai fait des bons matchs, des fois non. Mais en tout cas, j'ai toujours été travailleur. Et chaque saison, j'emmagasinais de plus de matchs petit à petit. Et le Graal, ça a été la saison 2013-2014 où on a cette qualification en Europa League qui a été un peu l'aboutissement de ma petite carrière, en tout cas le sommet de la montagne en termes de compétitivité. Pour un club familial, on le rappelle. Pour un club familial, voilà, en fait, on avait fini cinquième. C'est un championnat de 10 équipes, donc ça avait milieu de tableau. Mais vu que le FC Bâle raflait tout à cette époque-là, ils ont raflé le championnat, ils ont raflé la coupe. Et en fait, quand le premier du championnat finit aussi champion de la coupe, ça décale des places Des places, qualificatives. ouais. Donc nous, le fait d'avoir été cinquième, on a gagné notre place, non pas en phase de groupe directement, enfin en phase finale, mais en phase de barrage. Ouais. Mais on a dû passer 3 tours de barrage pour pouvoir être qualifié. Donc pour te dire qu'on partait vraiment d'en bas, d'en bas, d'en bas. De tout en bas. Ouais.
Et puis là, bah, tu découvres des beaux déplacements en équipe, parce que tu voyages à l'extérieur du pays. Euh, tu te confrontes à d'autres types de football aussi. Et puis c'est de la compétition européenne, quoi. Donc c'est une autre saveur. Si tu vois un peu à l'extérieur, comment on dit, quand ton but c'est que tu as les CRS autour, tu es Escorté, ouais. escorté, voilà, merci, tu es escorté par la police, par les CRS, tu as les fumigènes dans la rue, etc. Et voilà, tu as une autre saveur. Quand dans les stades, ils sont décorés avec toutes les banderoles. C'est la fin de la première partie de l'interview de Mathieu Salaman. Du coup, dans cet épisode, il nous a expliqué comment il en est venu au football jusqu'à intégrer l'Olympique Lyonnais et poursuivre sa carrière jusqu'au sommet, euh, l'Europa League. On découvrira la suite de l'aventure européenne dans le prochain épisode. Dites-nous si vous avez apprécié ce format interview, si vous voulez d'autres personnalités du football, agents, prépa, joueurs, joueurs professionnels. Dites-nous tout, on attend dans vos commentaires l'avis pour savoir si on continue ce format-là aussi. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo et de l'avoir regardé sur YouTube. Ciao à tous et à très vite.